Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui la cérémonie de pose de la première pierre d'une usine de production de bromure de sodium. Et la Ligue arabe demande à Washington d'annuler sa décision concernant Jérusalem. Voilà donc c'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'est rendu ce matin au lac Assad pour procéder à la cérémonie de pose de la première pierre de deux unités industrielles. La première unité donc produira du bromure de sodium et la seconde de la soude caustique. Un secteur du lac Assad donc se transformera ainsi en un site industriel. Le chef de l'État a effectué ce déplacement sur zone en compagnie de son épouse, la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'économie et des finances, le ministre en charge de l'investissement. Et les autorités régionales et les principales autorités coutumières ont également pris part à la cérémonie. Le directeur général de la société Salt Investment, l'ambassadeur de Chine à Djibouti et la conseillère économique de l'ambassade de Chine, ainsi que les représentants de sociétés chinoises partenaires dont la China Civil Construction Company et la Shandong Haidong Chemical ont participé à la cérémonie de pose des premières pierres de ces unités de production de bromure de sodium et de soude caustique. Ces deux unités donc seront en mesure de produire annuellement 20 000 tonnes de bromure de sodium et 20 000 tonnes de soude caustique. Et aujourd'hui, Asma, donc bonjour, nous allons parler de chimie. Alors, qu'est-ce que le bromure de sodium ou la soude caustique et à quoi servent-ils? Oui, bonjour à vous. Eh bien, le bromure de sodium est produit à partir de la saumure, donc c'est ce qui est un eau salée. C'est un cristal blanc en poudre qui est utilisé pour la fabrication de films photographiques. Il est aussi utilisé dans l'industrie pharmaceutique en tant que médicament tranquillisant. Il est dans la fabrication d'autres produits tels que les pesticides et la teinture. Il est utilisé dans les extincteurs en tant que retardateur donc, de flammes et en tant que réfrigérant. Eh bien, Ahmed, le bromure de sodium est un produit donc très demandé sur le marché mondial et en particulier en Chine du fait de son utilisation croissante dans les produits chimiques à base de brome. Il n'y a que 10 usines donc de production de bromure dans le monde. La soude caustique dont la dénomination chimique est le NaOH est utilisée dans la fabrication des pâtes à papier, donc de produits de nettoyage tels que les savons et autres détergents. Eh bien, il est également utilisé dans le traitement des eaux. La soude entre aussi dans la fabrication de nombreux produits industriels. Cet acide sert également à la fabrication d'engrais. De plus, on utilise pour le décapage et le détartrage des métaux. La soude caustique est aussi utilisée comme désinfectant et décolorant, donc ce qui est un eau de javel. Une eau de javel. Eh bien, d'un site géologique exceptionnel situé à 150 mètres en dessous du niveau de la mer où le sel se dépose de manière naturelle et l'on procédait alors à son extraction de manière artisanale. Pour l'exporter donc à dos de chameau vers l'Éthiopie voisine, le lac Assad va se transformer en un pôle industriel et économique. Un port minéralier vient de voir le jour et 100 000 tonnes de sel doivent donc incessamment partir vers l'étranger et la Chine une fois le balisage donc du port terminé. Ces deux sites de production de la soude caustique et du bromure de sodium auront d'évidence des impacts économiques et sociaux en termes d'opportunités de travail. L'État trouvera également son compte en prélevant les taxes. Le lac Assad d'un site touristique va se transformer en un pôle régional de référence pour l'industrie saline et les industries dérivées du sel. Des emplois donc directs et indirects seront ainsi créés pour les jeunes. Le ministère de l'Environnement se chargera de son côté à préserver alors une grande partie du lac Assad afin qu'il reste cette curiosité géologique qui attire scientifiques et
touristes. Merci Asma pour toutes ces explications. Après l'arrivée, l'accueil chaleureux, populaire réservé au président de la République, à la première dame et à la délégation qui les accompagne, et la cérémonie de pose de la première pierre de la future usine de production de bromure de sodium et de soude caustique place donc aux interventions officielles avec en premier le représentant de la société Salt Investment qui a lancé ce projet de bromure au lac Assal pour un investissement de plus de 220 millions de dollars. Le représentant de la société Adzong Eidong Chemical, spécialisée dans la production et la vente du bromure de sodium, a promis également que l'unité de production va occuper une place importante industrielle au niveau national et elle sera la 3e usine au monde. Nous les écoutons. Aujourd'hui, à côté du lac Assal, aussi magnifique que grandiose, nous nous rencontrons ensemble pour témoigner l'inauguration du projet de bromure de sodium. La récolte fructueuse vient de notre dur labeur. À cette occasion, au nom de Djibouti Salt Investment, je représente mon accueil cordial à tous les représentants des autorités et tous les invités assistant à la cérémonie de pose pierre. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à nos amis qui marquent depuis toujours leur intérêt et apportent leur soutien au développement de la société Salt Investment. CCCC Industrie Investissement, en tant que filiale en propriété exclusive de China Communication Construction Company, profite d'un amarrage précis à la stratégie, une ceinture et une route, et d'une coopération internationale en matière de capacité de production. Depuis la participation de la société Salt Investment par China Communication Construction Company, CCCC Industriel Investissement veille au développement complet du lac Assal. CCCC Industrie Investissement va, avec les actionnaires de Djibouti, les partenaires ainsi que Shandong Haiwang Chemical Company, mettre en œuvre consensueusement le développement et le déploiement stratégique du gouvernement djiboutien. Et le ministre des Finances et de l'Économie, Ilyas Moussa Daoualé, a précisé que ce projet voit le jour grâce à l'initiative du chef de l'État qui a tissé des liens étroits avec la République populaire de Chine. 3 grandes sociétés chinoises ont participé au financement de ce projet d'usine de bromure de sodium au lac Assal qui renforce le marché d'un pays émergent à l'horizon 2035. Nous l'écoutons. Le programme de travail gouvernemental vise à réaliser et à concrétiser notre vision et ambition qui est de faire de Djibouti un pays émergent à l'horizon 2035 tel que le président de la République a défini. Cette quête vers l'émergence de Djibouti doit passer par une démarche de transformation structurelle qui est la clé de voûte de notre développement. Cette transformation structurelle suppose la mise en œuvre effective des piliers de la vision 2035 et particulièrement les piliers relatifs à la diversification et la compétitivité de l'économie de Djibouti. Par ailleurs, et à travers le plan d'opérationnalisation de la vision, vous avez voulu, Monsieur le Président de la République, que le développement et la croissance élevée de Djibouti soient inclusives, tant dans sa dimension spatiale à travers les pôles de développement régionaux que par sa dimension emploi. Cet investissement important, réalisé par des grandes sociétés chinoises, à travers Salt Investment, partenaire de CCCC, et Shandong Wang Chemical, des partenaires qui ont fait confiance à notre pays et qui est connu pour sa stabilité et sa paix durable, mais également au leadership du président de la République, très apprécié partout dans le monde. Par ailleurs, et en raison de partenariats stratégiques entre la Chine et notre pays,
nous sommes convaincus que les investissements directs chinois seront amenés à se multiplier parce que récemment, lors de sa dernière visite, les deux leaders ont discuté de l'opportunité de lever le niveau de partenariat à un niveau stratégique et d'insérer Djibouti dans ces grandes ambitions mondiales qui consistent One Belt, One Road ou la route de la soie. Et pour sa part, le ministre auprès de la présidence chargée des investissements, Ali Ghella Oubakar, a indiqué que la Kassal a toujours été une source de richesse au niveau local et régional. Après les caravanes du sel qui allaient jusqu'en Éthiopie et la production de sel dans 100 000 tonnes sont déjà disponibles en attente d'exportation. Nous lançons aujourd'hui, a-t-il dit, les activités d'une partie de cette richesse du lac Kassal. Nous l'écoutons. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole à cette cérémonie et dépose de la première pierre de l'usine de production de bromure de sodium de la Kassal. Le lac Kassal, curiosité géologique et véritable don du ciel, tout en gardant une part de mystère, a toujours prodigué ses bienfaits aux hommes. La mythique caravane de sel a porté à dos des dromadaires depuis des millénaires son sel jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Les projets d'exploitation du lac du sel a déjà démarré. 100 000 tonnes de sel sont entreposées au port de Goubette et seront bientôt acheminées vers leur destination finale. Les premiers navires qui transporteront cette production attendent aujourd'hui le balisage de la voie de navigation de baie de Goubette pour effectuer le chargement dans les semaines à venir. Aujourd'hui, en accueillant la première usine d'exploitation de minerais, le bassin de la Kassal s'ouvre un peu plus pour nous livrer une partie de ses innombrables richesses. Ma satisfaction est ainsi grande de voir se concrétiser des projets novateurs pour le développement de notre pays. La réalisation de ces projets contribue par ailleurs à un enjeu majeur de développement, celui de la diversification et la décentralisation de notre économie. Les modèles de développement économique initié par le président de la République est en effet basé sur cet objectif car il vise un développement harmonieux de notre pays. Et à présent, il est l'heure de retrouver l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouverons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Et nous étions donc à la cérémonie de pose de la première pierre des usines de bromure de sodium et de soude caustique qui a été donc présidée ce matin par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ce dernier, donc, prenant la parole à cette cérémonie, a indiqué, je cite, « Je me suis levé, donc, a-t-il dit, à cet instant pour évoquer avec vous les efforts déployés pour défricher le terrain et ouvrir les portes en vue d'entamer de plein pied l'industrialisation de notre nation. Dieu tout-puissant et créateur, lui seul sait ce que contient comme richesse l'étendue du lac Assal, des richesses, des ressources minières ou autres que nous découvrons au fur et à mesure. C'est ici donc que nous allons entamer les premiers pas de l'industrialisation du pays. La première des ressources naturelles dont regorge le lac Assal, c'est bien sûr le sel. Il est primordial donc de profiter de cette richesse naturelle et l'exploiter d'une manière efficiente, d'accueillir à bras ouverts les investisseurs de tout horizon. Nos amis proches et associés que sont le peuple chinois, dont j'ai rencontré récemment le chef de l'État avec qui nous avons décidé d'un commun accord d'instaurer un partenariat bilatéral stratégique commun. Ce dit partenariat stratégique commun donc permettra à nos deux pays, la Chine et Djibouti, d'œuvrer dans le sens du développement économique, de la convergence politique avec une vision communément partagée ainsi qu'une collaboration multisectorielle constante et à tous les niveaux. Il faut savoir que la Chine, c'est une réalité aujourd'hui, a beaucoup investi dans notre pays. Elle a également honoré en incluant notre jeune République parmi les usagers empruntant la fameuse route de la soie, cette route de la soie reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. À partir de cette route de la soie, notre économie va aller de plus en plus croissante et d'une manière hautement significative. Vous voyez déjà ici les prémices réelles de cette envolée industrielle et économique. Le groupe chinois CCCC ainsi que leurs associés, groupes spécialisés dans le domaine de la chimie appliquée à l'industrie, s'occupent d'un procédé permettant d'extraire à partir du sel, du bromure de sodium et de la soude caustique entre autres. Précisant enfin qu'il est possible de fabriquer à partir de ce même sel une diversité de produits chimiques et industriels sans commune mesure. Le sel est donc la matière première pour la fabrication de produits pétrochimiques ou chimico-industriels. Fin de citation. Et à l'instar du reste du monde et sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a célébré ce matin la Journée mondiale des droits de l'homme.
cet événement que la République de Djibouti célèbre depuis la création de la Commission nationale djiboutienne a vu la participation du président de la CNDH, Saliban Omaroudine, du ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, du ministre du Travail, de la Réforme d'administration, Hassan Idriss, de la secrétaire d'État aux Affaires sociales, des membres des corps diplomatiques et des représentants des organisations internationales, des parlementaires, des officiers de la police, de l'armée, mais aussi des acteurs de la société civile. La cérémonie donc a débuté avec la lecture d'un verset du Saint-Coran et après un moment de recueillement, on a fait place à quelques animations musicales et des sketchs. Commune aux défis identifiés à travers l'analyse effectuée dans le cadre du bilan commun du pays en septembre 2016, conjointement avec nos partenaires nationaux. Constitue également le cadre de planification des activités de développement du système des Nations Unies, qui est basé sur la SCAP et la vision 2035 du gouvernement de Djibouti, le concept d'interopérabilité des objectifs de développement durable, la vision de l'Organisation des Nations Unies, qui inclut un fort plaidoyer pour les groupes les plus vulnérables, ainsi que l'engagement à travailler avec les partenaires nationaux dans le domaine de l'avancement des droits de l'homme. Ce document représente aussi un effort pour trouver une solution locale pour assurer la liaison entre le développement et l'action humanitaire. La pierre angulaire de ce cadre est par conséquent le principe fondamental de ne laisser personne de côté. Et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Suleiman Omar, a dans son allocution remercié les divers participants qui ont pris part à cet événement. Nous l'écoutons. À l'instar du monde entier, nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui, dimanche 10 décembre 2017, la Journée mondiale des droits de l'homme. Pour cette année, la célébration de la journée est consacrée au lancement des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, juste après les événements tragiques de la Deuxième Guerre. Bien que l'humanité ait accompli des gros progrès depuis cette date, cet instrument est toujours d'actualité. Les conflits encore persistants dans le monde, le terrorisme, l'extrémisme religieux, racial et les atrocités qui s'en suivent engendrent encore de nos jours des violations de la dignité humaine. Les pratiques d'un autre âge qui viennent d'être découvertes en Libye ces jours-ci en sont une parfaite illustration. La République de Djibouti a démontré son attachement à cet instrument depuis son accession à l'indépendance. La ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant dès 1990 et celle de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1991 sont les parfaites illustrations. Et de son côté, le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, a souligné que la République de Djibouti a, depuis son accession à l'indépendance, adopté la Déclaration de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme. La République de Djibouti s'est engagée d'ores et déjà à prendre part à ces manifestations tant au niveau international que national. Des initiatives seront planifiées pour faire connaître les droits de l'homme et les protéger ainsi davantage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en dépit des progrès considérables enregistrés depuis bientôt 70 ans, des défis existent. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants sont privés de leurs droits les plus élémentaires. Chacun de nous doit être conscient et agir pour relever le défi. Nous devons défendre les droits des groupes cibles, des discriminations, des inégalités. Il s'agit notamment des femmes, des enfants et autres groupes vulnérables comme les migrants, les réfugiés, les personnes vivant avec un handicap ou toute autre personne victime de traite des êtres humains. Nous savons que la République de Djibouti n'a ménagé aucun effort pour faire sienne des droits et libertés fondamentales de l'homme. Dès le premier jour de notre indépendance, le 27 juin 1977, notre pays a, à travers la loi constitutionnelle numéro 1, affirmé son attachement
à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1992, exactement le 15 septembre 1992, la République de Djibouti va plus loin et déclare que les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et celles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples font partie intégrante de la Constitution, ce qui leur assure une application effective. Et enfin, le Premier ministre Abdelkader Kamil a mis en exergue l'essence et la portée de l'action gouvernementale en matière des droits de l'homme. Il a aussi rendu un hommage au courage des adhérentes de l'UNFD avec à la tête la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, dans la poursuite de leurs efforts tournés vers le renforcement des droits de l'enfant et leur lutte contre les discriminations liées au genre d'un temps solennel. Nous l'écoutons. Les déclarations et allocutions qui ont été brillamment faites par mes prédécesseurs à cette tribune montre l'adhésion du gouvernement djiboutien au principe de la Charte universelle des droits de l'homme. C'est la volonté du président de la République de consolider ce qui a été fait et de poursuivre toutes les avancées démocratiques. Mais le respect des droits humains, comme cela a été dit aujourd'hui, est l'affaire de tous. Ceci peut se résumer dans la nécessité de respecter son prochain. Quelles que soient ses origines, ses croyances, son niveau social, son genre, sa nationalité ou encore son handicap. Et là, le Conseil national des droits de l'homme a un rôle important à jouer. Son président nous a rappelé que cette institution fête son 10e anniversaire et qu'elle devient de plus en plus autonome. Sa capacité et son activité sont en forte croissance. Je veux confirmer ici que le gouvernement a besoin de la Commission nationale des droits de l'homme, aussi bien que les ONG qui œuvrent pour que le droit humain devienne l'affaire de tout le peuple djiboutien. À mon tour, je vais rendre un hommage particulier à la présidente de l'UNFD, aux associations caritatives qu'elle associe pour l'égalité des genres, car c'est là le socle d'un pays démocratique. Nous savons que la guerre, le terrorisme, frappe toujours plus les personnes vulnérables et les pauvres. Là encore, je vous confirme la volonté inébranlable du chef de l'État pour que ce soit maintenu, cette paix à Djibouti, et qu'elle puisse être étendue à tous les pays de la région grâce au dialogue et à la coopération régionale. Et là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. La Ligue arabe a demandé à Washington d'annuler sa décision concernant Jérusalem. Et c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Al-Youssouf, qui a présidé donc hier au Caire la réunion ministérielle extraordinaire de la Ligue des États arabes en vue d'examiner les derniers développements concernant El-Quds après la décision du président américain de reconnaître de manière unilatérale la ville sainte de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et a recommandé le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Les États de la Ligue arabe ont demandé donc à Donald Trump d'annuler sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Selon eux, l'initiative ne fera donc qu'accroître les violences dans la région. Et les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont appelé donc Washington à annuler sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. N'est-ce pas, Asma? Oui, effectivement. Alors, dans son discours d'ouverture, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali-Youssouf, a souligné que la méconnaissance par l'administration américaine, que la reconnaissance, pardonnez-moi, par l'administration américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël constitue une escalade dangereuse qui sape donc toute tentative de paix et menace la stabilité de la région ainsi qu'une violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies qui précisent que toutes les actions et mesures unilatérales visant à imposer alors des réalités nouvelles sur le terrain sont nulles et non avenues. Il a confirmé donc que la question palestinienne restera la cause arabe centrale en réaffirmant la position ferme en faveur de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien frère à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds donc comme capitale. Le ministre a également appelé à prendre une position ferme, coordonner et unifier les efforts conjoints ainsi que s'appuyer sur le rejet international de la décision américaine.
Merci Asma. Donc également dans l'actualité en Irak, le Premier ministre irakien annonce la fin de la guerre contre l'État islamique, Asma. Et enfin, après 3 ans de combats acharnés, l'Irak est libéré du Daesh. Eh bien, la victoire sur le groupe djihadiste a été annoncée par le Premier ministre irakien, une victoire possible grâce à l'appui crucial de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Pourtant, selon les experts, si les djihadistes ne contrôlent plus 1 cm² du territoire irakien, ils possèdent alors des caches et des dépôts d'armes dans des zones désertiques et non peuplées en Irak. Merci Asma pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente.